Dire de plus, Marc Irinen, notre bourgmestre, le bourgmestre de Nassogne, est présent et va nous parler donc du projet entre guillemets nassonien, parce que pour moi c'est pas clair que ça reste encore le projet nassonien. Voilà. Donc retour sur la marche des communs, on est le 29 août, 29, hein, ouais. Deuxième épisode de la marche des communs, retour à Nassogne. Voilà, avec monsieur le bourgmestre qui va donc nous voilà. dire quelques mots sur le projet nassonien, qui existe encore, qui n'existe plus, qui est mort, qui est enterré, qui est comment? Plus dans la formule initiale. D'accord. Donc, je vous souhaite la bienvenue ici sur la commune de Nassogne et plus particulièrement à Grune. On a la chance que nous avons le bon temps pour accompagner tout au long de cette journée. Donc, peut-être situer tout d'abord la commune de Nassogne. Nassogne, c'est une commune de 11 100 hectares. Et on est à la fois sur la Famenne et sur l'Ardenne. Grune ici est en Ardennes. Et alors, le poil plus bas en altitude, c'est le Relaxi sur la route de Jemelle qui est à 220 mètres. Et le poil plus haut, c'est dans les bois de Nassogne, on est à 530 mètres. Donc, on fait plus que doubler l'altitude entre la mer et le bas de Nassogne par rapport au haut de Nassogne. Donc, à peu près 50% de couverture forestière et le reste en agricole et le bâti. Le bâti, c'est à peine 5% de la superficie de la commune. On a 5300 habitants répartis en différents villages, 7 exactement. Donc le projet national, je vais le remettre dans son contexte. Donc l'année, on se situe en 2016. En 2016, donc nous avions le bail de chasse qui venait à échéance à Nassogne. C'était un bail qui reprenait 1800 hectares, qui était attribué, ce bail de chasse avait été attribué en son temps, c'est tous les 9 ans qu'on renouvelle le bail de chasse, avait été attribué à M. De Becker, qui était un chasseur qui était à sa 3e location. Donc, la réglementation au niveau de... Ah oui, il faut savoir qu'au niveau de la forêt de Nassogne, nous sommes en bois soumis. Ça veut dire que nous sommes soumis à la gestion du DNF, donc le département nature et forêt. Et nous devons donc, les décisions n'émanent pas directement du pouvoir communal qui est en place, mais nous devons toujours, toutes nos décisions doivent se faire en référence au niveau du DNF. Alors, eux sont des personnes spécialisées dans tout ce qui est gestion forestière et environnementale, et c'est donc en fonction des directives ou des objectifs qui nous soumettent que nous autres nous devons appliquer la politique au niveau gestion forestière. Il faut savoir que les derniers temps, nous avions rencontré quelques soucis de densité de gibier au niveau du bois, pas uniquement sur la forêt de Nassogne, de manière générale sur l'ensemble du territoire. La commune de Nassogne est propriétaire de 3300 hectares de forêt. Et donc sur à peu près les 5000 aidés, il y en a un peu plus de 2000 qui sont propriétés privées. Nous autres, nous avons au niveau de Bante, Nassogne et Grune les principaux bois communaux. Quelques hectares, encore à peu près 200 hectares sur Fourrière. Mais principalement, donc, ça se situe sur le côté Ardennes, au niveau gestion forestière. Elle est composée principalement de hêtraies et de chênes et de résineux. Alors, le projet qui était ici en gestion, c'était par rapport à cette chasse-là. Il y avait donc 1800 hectares. Nous avions été sollicités par différents chasseurs voisins qui auraient souhaité qu'on redessine ces bois. Mais ces lots, pardon. Donc au départ, les 1800 hectares, c'était 2 lots. 1000 hectares et à peu près 800 hectares. Ce que nous avons fait, sur les 800 hectares, on a fait 200, 200, 400 et le reste est resté à 1000 hectares. Nous avons lancé donc une soumission en appel d'offres, comme on le fait tous les 9 ans,
pour avec un cahier des charges. Le cahier des charges des chasses était dicté par le DNF et donc avec quelques modalités, particularités qui peuvent être intégrées dans la gestion au niveau forêt, au niveau communal, mais ça n'a pas porté ça n'avait pas porté en conséquence, c'était vraiment le cahier des charges traditionnel. Et sur le premier tour, première soumission, journée de soumission, les 2 fois 200 hectares ont obtenu adjudicataire, ont rencontré un adjudicataire. Par contre, les 400 hectares et les 1000 hectares n'ont pas reçu d'offre. Il est prévu dans le cahier des charges que nous n'avons pas la première soumission. On fait 15 jours après un deuxième tour, et là non plus, pas d'offre du tout. Ah pardon, je dois signaler qu'au niveau des 400 hectares, nous avons eu une offre qui avait été jugée insuffisante au niveau du collège communal. Donc on s'était mis à prix de référence, et le prix qui avait été déposé ne semblait pas intéressant au niveau du collège, d'autant plus que il y avait les 1000 hectares qui étaient toujours en adjudication. Il valait peut-être mieux refaire une adjudication pour 1400 hectares que de laisser partir 400 hectares à un prix moindre que espéré et se retrouver toujours avec les 1000 sans adjudicataire. Après quoi, nous avons donc Monsieur de Becker espérait que la réglementation au niveau du Parlement wallon aurait été modifiée pour tout ce qui concerne les clôtures. Il faut savoir que les clôtures intermassives ne sont pas autorisées. Une clôture intermassive, c'est vous avez une clôture qui est à l'intérieur du bois. Donc ça peut être en bordure des plaines. Donc les plaines, tout ce qui est prairies, culture, on peut mettre une clôture de protection des plaines. Par contre, à l'intérieur du bois, ça ne peut plus se trouver. Il se fait que nous autres, nous avons eu la limite des 1500 hectares en périphérie, il y avait encore 200 hectares de bois privé. Et il y avait une clôture qui remonte déjà des années 50, qui était mise en place, qui délimitait la propriété communale et la propriété privée. Donc c'était assez facile au niveau gestion, parce qu'il y a moyen de se perdre dans un bois. Donc savoir exactement où s'arrêtent les propriétés, c'est pas évident. Donc c'était un moyen de gestion qui était pertinent, mais qui ne répondait plus aux prescrits de la région wallonne. Donc la clôture intermassive devait disparaître. Il faut savoir que le substitut du procureur de Roy est intervenu dans l'automne 2015 auprès des différents propriétaires et chasseurs en disant que ces clôtures intermassives devaient disparaître. Donc au printemps 2016, nous avons indiqué que la clôture intermassive qui part donc ici de Grune et qui va vers le fourneau Saint-Michel, tout ce qui était intermassif devait disparaître. Et les chasseurs auraient espéré que cette clôture, obtenir des dérogations avec une révision de la loi au niveau du Parlement wallon et qu'il serait intervenu pour remettre prix par après. Il se fait que le bail était venu à échéance donc le 30 juin 2016. Le Parlement wallon a pris sa décision la dernière quinzaine de juin 2016. Et là, c'était simplement que les clôtures, outre les clôtures de protection auprès des plaines, pouvaient être aussi pour des sécurités routières. On pouvait très bien avoir une clôture le long de certaines voiries. Les clôtures le long des voiries, il faut que le chasseur en fasse la demande au gestionnaire de voirie, principalement les voiries du Met, donc de grande circulation, par exemple le long de la Nationale 4 qu'on pourrait envisager, ou le long de Nassogne-Champlon. Mais bon, là c'est déjà moindre. Quand vous avez fait Champlon-Saint-Hubert, vous voyez que vous avez une clôture sur la droite, sur cette route-là. Donc ça, c'est une mesure de protection qui est autorisée par la réglementation qui a été mise par le Parlement wallon. Donc l'espérance de certains chasseurs de pouvoir que cette clôture soit maintenue s'est estompée et la décision du Parlement wallon n'a pas rencontré leurs souhaits. Et donc nous n'avions pas de remise de prix.
vers la mi-juin, après la deuxième séance d'adjudication qu'il n'avait donc rien rapporté, j'ai eu un contact avec Benoît Copé, Gérard Jadoul et Éric Don. Donc ils se sont manifestés pour faire une offre de prix à 75 € l'hectare. Il faut savoir qu'au niveau prix sortant, du bail sortant, on était à 92,50 € l'hectare, qui est un prix plus que raisonnable. Que l'offre que nous n'avons pas retenue pour les 400, c'était à 60 € l'hectare. Et que les deux petits lots, les deux fois 200 hectares, on était au-dessus des entre 100 et 105 € l'hectare. Donc on était quand même, par rapport à ces 60-là, on était un peu trop bas, estimons-nous. Bon. Donc eux, ils s'arrivent avec une proposition, Eric Domp fait une proposition à 75 € l'hectare. Ma première réaction, je dis quel type de chasse, je ne vois pas en quoi l'exploitant de Paris d'Aïsa vient faire une offre pour la chasse. Alors, entre autres, dans ses considérations, c'est qu'il avait une dette vis-à-vis de l'environnement. Donc, Paris d'Aïsa ne correspondait pas ne portait pas satisfaction ou ses apaisements au niveau environnemental. Et que donc, lui estimait qu'il y aurait une opportunité d'avoir un investissement avec une vocation purement environnementale qui était au niveau de la gestion de la forêt. Moi, je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas besoin de l'aigle, de loup et toute l'image de tous les prédateurs qu'on voit au niveau de Paris d'Aïsa, je n'ai pas besoin de ça au niveau de Nassogne. Il faut savoir qu'il y a une trentaine d'années d'ici, nous avions eu un projet V8, donc le WWF, qui avait capoté, pas dû au seul fait des promoteurs de ce type de chasse, qui était leur tour complet à la nature. On laissait faire la nature sans les prédateurs quelconques et on n'exerçait plus le droit de chasse. Il y a eu des soucis administratifs aussi qui ont fait que ce projet-là a foiré il y a 30 ans d'ici. Bon, je lui dis, on a déjà eu l'expérience au niveau de Nassogne avec V8. Donc, on n'était pas trop, je dis, je suis pas trop chaud pour avoir ce type de chasse-là. Je dis, le prédateur au-dessus de la pyramide des prédateurs, ça doit quand même rester le chasseur, surtout dans l'état actuel des choses. On a une densité de gibier qui est quand même assez conséquente et il faut prendre des mesures assez fortes pour diminuer cette densité de gibier. Et donc je lui explique qu'on était en bois soumis et que donc la décision n'incombait pas directement à la commune, mais serait soumise au DNF, donc Région Wallonne. Donc 8 jours après, arrivé à la Région Wallonne pour avoir des contacts au niveau du cabinet, le cabinet de collègues qui avait le DNF dans ses attributions pour présenter un projet de gestion. Le prix pouvait être alléchant, mais le mode de chasse qui était préconisé par Éric Domp ne me satisfait pas. Il me propose directement dans la foulée, je vous propose 225 € l'hectare, donc un tiers, 2 tiers, donc on arrive à 225 directement pour faire la proposition sur à peu près les 1500 hectares. À ce moment-là, je lui dis, et je prends tout, donc je prends la gestion complète de la forêt. Et je dis 225 € l'hectare, fois 1500 hectares, je suis à 300, un peu plus de 300 000 globalement. Les 1500 hectares, si on tient compte par rapport aux 3300, j'ai à peu près entre 950 et 1 million 50 000 par an, on va dire 1 million par an. Si je fais la différence, je coupe les 1500, donc ça fait la moitié du patrimoine communal forestier. Donc ça me fait 500 au mois de rentrée, je suis à 330 là. Je lui dis, je suis trop court. Donc, et si je me pose uniquement sur l'aspect financier de la chose, au niveau gestionnaire communal, je dis, je n'ai pas assez. Alors, il y avait une proposition éventuellement de mettre 50 €
en plus de Natura 2000. Toutes les propriétés privées qui sont sous statut Natura 2000 peuvent bénéficier de subsides de, soi-disant, au départ qui étaient de 50 euros ou 49 euros, comme il a indiqué, mais ce n'est pas ça du tout, c'était 40 euros l'hectare. Mais c'est uniquement pour le privé. Le public ne peut pas en bénéficier. Donc ça, c'est aussi dans les contacts que la Fondation a eu avec le cabinet, c'est qu'ils essayaient d'avoir ce complément d'allocation qui est attribué par la région wallonne au privé, que ça soit mis également à une fondation. Or, la fondation est publique. Le bois allait rester public. Donc, ce mode de financement ne pouvait pas se concrétiser. Après quoi, fallait la discrétion sur le premier entretien. La discrétion, ça durait 10 jours. Puisque après, bon, on est allé au cabinet. Moi, je me suis fait appeler au cabinet pour avoir l'entretien où Éric Dombe avec Benoît Copé venait présenter son projet. Alors, il y avait des personnes du DNF qui étaient là, dont entre autres M. Sieux qui sera l'intervenant après moi, donc qui était présent, puisque M. Sieux c'est le directeur du DNF de Marche, et nous autres, au niveau du cantonnement de Nassogne, nous dépendons de la direction de Marche. Donc le directeur de Marche était là pour donner un avis également au niveau du cabinet. À la sortie donc il a présenté un projet, le retour complet à la nature et avoir un apport, une expérimentation pour 100 ans, sachant que il y aurait plusieurs destinations au niveau de ce projet. Il y avait le retour à l'environnement, donc réserve naturelle complète. Là, il y a aussi un souci par rapport au code forestier wallon, je sais que ce n'est pas autorisé, c'est 10% maximum. Donc il y avait aussi l'expérimentation recherche scientifique. Ça c'est un point tout à fait pertinent et intéressant dans le projet, parce que ça permettait on aurait eu un laboratoire vivant ici sur notre territoire qui nous aurait permis d'avoir une expérimentation qui aurait pu conditionner nos décisions pour l'avenir. Et alors, il y avait un autre type de chasse, on l'appelle chasse éthique. Bon, c'est un autre type de chasse qui était préconisé. Au niveau des chasses, il y a la chasse à corps et à cri. Donc, ce qui se fait habituellement. Chasse à corps et à cri, c'est-à-dire, ils déterminent une ligne de tir. Tous les chasseurs sont positionnés. Le gibier est là, et ils tirent vers l'avant. Ils ne se tirent pas sur l'autre. Donc, ils ont un angle de 30 degrés à pouvoir tirer. Et alors, vous avez les rabatteurs derrière, les traqueurs derrière, avec la chasse, les chiens, et le gibier passe. On tire dessus, le gibier est en pleine course, et ce n'est pas ce qu'il y a de plus propre au niveau résultat. Maintenant, il faut savoir que si le gibier n'est pas commercialisable, c'est aux frais du tireur de se démerder avec la carcasse du gibier. Marc, excuse-moi, il est moins 10. Ok. Donc, c'est intéressant. et alors, donc ici, par rapport à la position du collège, pourquoi nous n'avons pas adhéré? Parce que c'était un projet sous bail sous amphithéose. Bail sous amphithéose, dans une amphithéose, il y a plusieurs conditions qui peuvent être rencontrées, dont deux qui ont posé problème au niveau du collège. C'était l'exploitation du sous-sol. Quand vous avez une amphithéose, vous pouvez exploiter le sous-sol. Or, il faut savoir que les sources d'eau pour le village de Nassogne se situent dans ces 1500 hectares-là. Donc, on voulait rester maître de nos ressources d'eau. Et la deuxième raison, c'est qu'on peut faire une mise sous hypothèque d'une amphithéose. Ça veut dire que si, malheureusement, pour une raison quelconque, ça foirait, il y avait une hypothèque qui était là, la banque ne va pas être compliquée.
si ça foire et qu'il reste une dette, elle va faire exploiter notre patrimoine pour retrouver ses sous. Et donc nous autres, nous ne voulons pas rentrer dans ce contexte-là. Donc le projet de bail sous officiose, on lui a dit que on n'en voulait pas, qu'il trouve une autre formule de gestion s'il voulait que ça se passe. Alors les contacts avec la région wallonne et la fondation. Oui. Donc le géoparc, là, c'est une étude qui a été faite par les scientifiques de Mons de Liège et de Namur sous le sous-sol karstique, donc les grottes de Han et tout. Donc il y a eu un appel à UNESCO à déposer, à faire un appel à projet. L'année dernière, on se situe quand là? Non, en 2015, il y a un projet, plusieurs communes se sont associées. Donc il y avait Marche, Nassogne, Rochefort, Tellin, qui avaient déposé un projet auprès de l'UNESCO. Et il y a des commissaires de l'UNESCO qui sont venus visualiser la chose pour voir. Là aussi, c'est un projet au niveau promotion de l'environnement. Donc, il faut savoir qu'au niveau mondial, on a des touristes qui sont vraiment intéressés par la qualité de l'environnement et au niveau international. Donc, ce qui est déjà réalisé en France, ils reçoivent des visiteurs des 5 continents, quoi. Tout le monde vient s'intéresser vraiment à ce projet de qualité de l'environnement. Avec le sous-sol calcaire karstique que nous avons ici au niveau de la Famenne, on voit la différence de végétation naturellement, et le couvert végétal est tout à fait différent, et il y a également des incidences sur l'habitat. Donc, de par l'origine, le fond de notre territoire, on voit comment a évolué notre population et notre civilisation. Donc, par ce biais-là, il y a un projet qui a été introduit au niveau de l'UNESCO. On a été recalé en ce sens qu'il fallait une structure administrative. Entre autres, des points malheureux parce qu'au niveau environnemental et tout ça, on était bon, mais c'était la structure administrative qui n'était pas tout à fait adéquate. Entre les différentes communes. Il fallait une ASBL, on a créé une ASBL pour vraiment situer le territoire. Et ici, nous avons donc... ils ont fait une recommandation aussi, c'est qu'on pouvait étendre le territoire. C'est ainsi qu'on est parti maintenant, non plus de Marche, mais on est parti de Hauton, avec les grottes de Hauton, et on va jusqu'à Beaurain. Et ces différentes communes se sont associées en ASBL, et on vient de réintroduire un dossier au niveau de l'UNESCO, avec tout ce qui était l'aspect administratif de la chose, on puisse le remettre en avant. Il faut savoir qu'en 2015, il y avait 2 candidatures au niveau de la Belgique. Il y avait la ville de Mons et je vais dire le projet Famenne, Géoparc Famenne. Et celui de Mons n'a pas été retenu. Et c'est le premier projet de géoparc qui a été déposé au niveau belge. Est-ce que vous pensez que le projet de Marcouk à Durbuy, celui d'Éric Dompe ici, peuvent être en lien avec ce projet? C'est toujours une idée que j'ai eue. Je me suis dit, tiens, ça va relancer, parce que les géoparcs, c'est une structure très intéressante, comme il y a aux États-Unis, où il y a beaucoup de touristes, et qu'un certain nombre de personnes vont venir investir, spéculer sur la région de la Calestienne. Et voilà, c'est une question, et voir comment est-ce que les pouvoirs publics, comme votre commune, Rochefort, on sera là demain à Rochefort, est-ce que vous êtes conscient de ça? Quels sont les risques? Voilà. Bon, oui, la question n'a pas encore été analysée au niveau de l'Assemblée générale, au niveau du conseil d'administration du géoparc. Est-ce un risque? Si c'est un risque calculé, c'est pas gênant en soi. Par contre, si on se retrouve devant une situation où le public c'est quand même l'ensemble des citoyens,
Et le monde politique est fort critiqué à l'heure actuelle en disant que, bon, à juste titre, hein, je ne défends pas le monde politique, les citoyens ont tout à fait raison par rapport à ce que nous connaissons à l'heure actuelle au niveau régional. Mais ce qui est le politique, le communal ou le provincial, c'est quand même des représentants des citoyens qui sont élus par les concitoyens. Donc c'est aux politiques à être responsables vis-à-vis de ces tendances-là et éviter que la mainmise soit mise par l'un ou l'autre sur le bien commun. Nous autres, nous sommes responsables vis-à-vis de nos citoyens et nous devons agir dans l'intérêt commun. Et au niveau de cette structure commune entre les différentes communes, est-ce que chaque commune garde une sorte de droit de veto par rapport à ce qui pourrait se passer sur sa commune? On est tout à fait aux prémices. Ici, on vient d'installer la SBL il y a quelques mois d'ici, mais chaque commune essaye de mettre en avant les atouts de sa commune. Bon, moi, j'ai pas de grotte, il n'y a pas de grotte à Nassogne. Néanmoins, il y a une partie de notre territoire qui est en sous-sol karstique. Donc, si vous connaissez Ambly, vous avez Beaulay, vous avez, quand vous faites Fourrière, Wavreil, sur la droite, tout ça, c'est sur les sous-sols karstiques. Nous autres, il y a des qualités au niveau environnemental, au niveau des plantes qui se situent qui se développent sur ces sites, qu'il faut en faire la promotion. Et au niveau de Nassonia, alors on en est où Ce sera la finalement? dernière question, parce qu'effectivement, notre gardien du temps de la marche nous dit que normalement on devait déjà être parti. Et si au départ on est en retard, mais la dernière question. Ouais. Où est-ce qu'on en est alors exactement au niveau de Nassonia? Nassonia oui, Nassonia en partie, Non. Nassonia non. Alors, au niveau communal, ce n'est plus d'actualité. Le projet, bon, ceux qui ont obtenu le bail de chasse ici, qui a été attribué au mois de mai et qui rentre en application depuis le 1er juillet 2017, pour 9 ans, sont partis avec répondre vraiment aux souhaits, aux prescrits qui étaient mis dans notre cahier des charges, puisqu'on souhaitait ce type de chasse plus éthique et silencieuse, hybride, je vais dire. Ça, et eux, ils interdisent le nourrissage. Dans notre cahier des charges, il était toléré, mais pas sponsorisé, je vais dire. Et maintenant, il y a un projet qui a été développé, un appel d'offres qui a été lancé par le cabinet de la région wallonne pour la forêt de Freyre qui est juste à côté, contiguë à notre territoire. L'appellation Nassonia, c'est une appellation qui est déposée par Éric Don, donc il l'utilise là où il le souhaite. Donc l'appellation. Maintenant, si vous faites l'analyse des deux projets, il y a des points communs. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus du tout communes. L'exploitation entière du bois, t'oublies. L'exploitation de la chasse, c'était déjà réalisé. La domaniale, la forêt de Freyre, c'est géré par la chasse et géré par le DNF. Donc c'est le DNF qui appliquait déjà les mesures qui sont préconisées dans notre cahier des charges, mais qui se développaient déjà là depuis des années. Donc c'est peut-être plus au niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau scientifique, expérimentation, que là l'apport de la fondation serait intéressant pour la forêt de Freyre. On ne parle plus d'infrastructures touristiques, style acrobranche et les tonneaux pour aller écouter les bruits de la forêt, des choses comme ça. Au niveau national. C'est ma sous-question. Oui, mais je suis désolé, mais c'est pour ça qu'on a été. Donc, il y a de toute façon. Donc, de toute façon, la discussion continue au Lettrou tout à l'heure. Et puis, monsieur le bourgmestre repassera ce soir. Et très probablement que madame Mullen, si on repasse de Géoparc, la bourgmestre de Rochefort y sera aussi. Donc, ces questions, voilà, c'est une mise en bouche.